Et WhatsApp la mercerie.biz, c'est ton pote DJ Kawan, aka l'homme aux 4 lettres. Voilà, et aujourd'hui il y a 4 personnes avec moi. Mais, bon, j'en reconnais un, alors les 3 autres sont peut-être moins connus. Bon, présentation, alors, présentation dans l'ordre. Alors moi c'est Alban. Moi c'est Joachim. Nicolas. Lemuel. Il y a trop de monde dans le studio. Bon, deuxième question, où est-ce qu'on est? On est dans la Soucoupe ici. C'était un studio qui est en région parisienne, qui est mon studio principal dans lequel je fais de la production diverse et variée avec des énergumènes comme aujourd'hui. Et voilà, donc on est bien ici. Bon, Joachim, d'habitude je pose toujours cette éternelle question et je demande aux personnes de se présenter, mais là si Oui. tout le monde se présente, il y aura plus assez de cassettes. Donc est-ce que brièvement tu peux nous présenter les 3 zozos qui nous accompagnent? Alors d'accord, les 3 zozos qui sont ici dans mon studio et avec qui on fait une aventure commune s'appellent Alésia. Donc les 3 personnes qui sont présentées ont un groupe qui s'appelle Alésia et ce sont des personnes que j'ai rencontrées via des affinités musicales qu'on partage. Et un jour, je reçois un remix d'un de mes titres qui est sorti sur un album Invasion l'année dernière et un remix qui sonnait vraiment très très bien. À tel point que je contacte la personne en disant écoute, c'est vachement bien, qui vous êtes, vous faites quoi, et c'est là où donc on s'est rencontrés. Et est né assez rapidement, vous dites, hein, si vous m'arrêtez si je dis des bêtises, est né assez rapidement l'envie de collaborer sur un deuxième essai, en disant, ben voilà, comme je trouve que nos 2 univers matchent bien, essayons de faire un titre ensemble. Alors on essaye sur un autre titre, ben, ça se passe plutôt bien, on essaye sur un deuxième, sur un troisième, et puis ben, au final on arrive sur une collaboration qui englobe 7 titres. Ah oui. Et ça tombait plutôt bien parce que moi j'étais en deal avec Steve Aoki pour le label DIMAC. Et ça faisait 1 an et demi que je travaillais avec Steve sur différents projets, différents artistes. Et ça faisait 1 an et demi que Steve me disait bon allez, maintenant c'est le tien, là, on y va. C'est le moment de sortir un projet Joachim Garraud sur DIMAC. Et j'avais jamais eu réellement le temps de m'y consacrer et aussi la fougue que j'ai retrouvée aussi auprès du groupe Alésia, qui s'est bien inséré dans le projet général. Et donc du coup, ben, ça donne un album qui sort, donc je vous l'annonce parce que vous n'étiez pas au courant, donc parce que j'ai eu Steve ce matin, donc qui sort fin janvier et qui sort donc chez DIMAC aux États-Unis, qui regroupera donc 7 titres, dont des remixes, je vous en parlerai après. Ben, parfait. Super. Voilà. Très heureux de l'apprendre. On devrait faire des interviews plus souvent. Bon, on est en présence ici quand même du DJ le plus geek de la scène française, si j'ose dire. Ouais, c'est qui de qui tu parles? Je parle de toi. Je vais m'intéresser aux 3 autres après, mais je vais poser quelques questions. Oui, j'aime bien ça, oui. Et d'où te vient cette passion pour les nouvelles technologies? C'est assez simple. Moi, j'avais 2 passions dans la vie quand je suis né. J'ai eu la musique et parallèlement à ça, les machines. Quand j'ai les machines, c'est bidouiller les ordinateurs. Et donc, en 1984, vous n'étiez donc aucun n'était né d'entre eux. En 1984 est née la fusion de la musique et de l'informatique à travers ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et pour moi, c'était une vraie révélation parce qu'au lieu de passer 12 heures par jour à faire de la musique et 12 heures par jour à faire de l'ordinateur, je faisais 24 heures par jour à faire les 2 en même temps. Donc voilà d'où est venue un peu la passion sur les machines, les nouvelles technologies. Et tu possédais avant un background purement musical avec le Oui, alors j'avais un background musical très classique parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont forcé à aller au conservatoire, ce qui n'était pas forcément quelque chose, c'est vrai, de très instinctif quand on est jeune et qu'on aime la musique. On se dirige plutôt vers des musiques plus rock, électro, très peu vers le classique. Et j'ai eu des parents qui ont eu un peu l'intelligence de flairer un peu ce que j'aimais et qui m'ont bien orienté assez jeune. Et donc du coup j'ai eu la chance d'apprendre à jouer du piano et puis des percussions dans un cadre de conservatoire. Et c'était d'autant plus jouissif de sortir de ce cadre avec des machines en utilisant un acquis de musique classique pour pouvoir se défouler sur des machines, quoi. Okay. C'était vraiment quelque chose de parallèle qui après est devenu une symbiose à partir du moment où je faisais de la musique et de l'informatique en même temps. J'en profite pour poser la même question au trio alésien. Je peux dire trio, ça va? Oui, vous avez un background musical, solfège, tout ça, ou pas du tout? Alors c'est assez fragmenté, contrairement à Joachim, c'est-à-dire que bon, chacun a ses expériences. Moi j'ai fait j'ai une petite formation très très jeune de musique.
mais j'ai pas voulu poursuivre parce que tout le côté un peu scolaire, ça m'attirait pas plus que ça. Et j'étais très attiré aussi assez jeune par tout ce qui était composition, etc. Donc du coup, je me suis beaucoup plus mis en autodidacte. Après, pour Alban, moi, j'ai commencé par la guitare classique, donc dans une école classique, de musique classique, musique de chambre, etc. Classique. Et voilà. Et puis après, plus ça allait, plus je me suis dirigé vers quelque chose de plus rock, donc punk, metal, etc. Où j'ai joué dans plein de groupes de différents styles, que ce soit reggae, metal, punk. Moins classique, donc. Ouais, beaucoup moins classique parce que du coup voilà, je voulais vraiment transformer mon apprentissage classique et le mettre vers quelque chose que j'écoutais, vraiment réussir à refaire les morceaux que j'aimais bien écouter, etc. Donc du coup voilà, je me suis orienté vers ça. Et puis après, en parallèle avec la musique électronique que j'écoutais, qui me faisait penser à des choses rock, etc. Donc j'ai fait une sorte de lien, etc. Puis voilà, je me suis mis à travailler sur la musique électronique. Et moi, en fait, on a découvert avec Nico, au bout de plusieurs années qu'on se connaissait, qu'on avait tous les deux fait du violon, à peu près au même âge, qu'on a fait genre de 6 à 8 ans, 2 ans de violon. Pas ensemble, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que moi non plus, le côté scolaire du solfège, etc., ça m'attirait pas tellement. Et après, sur l'adolescence, j'ai fait un peu comme 80% des adolescents masculins. J'ai fait de la guitare. Donc voilà. Pareil, pas de cours en solfège. J'utilise la technique que beaucoup de monde utilise, qui sont les tablatures. Voilà. Et sur ça, j'ai enchaîné en rencontrant Nico sur la MAO, comme parlait Joachim. Ok. Autre question. On assiste aujourd'hui à un phénomène que j'appellerais DJ producteur, avec un slash entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de producteurs qui deviennent DJ, ou alors il y a des DJ qui se mettent à faire des sons pour pouvoir se vendre en soirée, etc. Joachim, t'es l'exemple parfait, tu sais très bien faire les deux. Très bien. Tu sais faire les deux, dis-moi. Je sais faire les deux, ouais. Voilà, on en parlera juste après. Je voudrais revenir sur Alésia. Est-ce que vous êtes producteur, DJ? Quelle étiquette vous collez? Nous, c'est vrai qu'on est plutôt de la génération producteur qui devient DJ. D'accord, comme Arnaud même si, Coste. oui, exactement. Voilà, Toute la clique française qu'on a eu le soin de suivre. Je sais que Alban, qui a eu l'occasion de partir 2 ans en Erasmus au Canada, a eu une très très bonne expérience de DJ. Ouais, voilà, parce que j'ai été DJ résident dans un club à Ottawa, donc voilà. Qui notamment a eu la possibilité de faire la première partie de Steve Aoki, la boucle est bouclée. En plus, Steve Aoki, Deadmau5, voilà. Et c'est vrai que nous, avec Nico, on a eu un peu moins l'occasion de jouer en club. Mais vous aurez bientôt la possibilité de voir ce que c'est. J'ai envie de dire. Alors, comment ça va se passer en live? Tous les trois, vous serez présents? S'il y a possibilité. Ça va faire chier en VHR, tout ça. C'est ça. Exactement. Il faut que tu me poses la question à moi. Alors, dis-moi tout. Non, mais aujourd'hui, il faut être super flexible parce que d'abord, en ce qui concerne Alésia, il démarre un projet. Donc, aujourd'hui, il faut pouvoir y aller à 1, à 2 ou à 3 en fonction de ce qui est proposé sur place. C'est évident. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on se voit assez régulièrement pour qu'ils montrent un peu les recherches qu'ils font pour aboutir à un live qui fonctionne aussi bien en solo qu'à 3. Donc, c'est pas évident parce qu'il faut être super souple. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de te dire à l'Asia, ça sera 3 personnes ou 1 personne. Je pense que aujourd'hui, il faut suivre les opportunités de la sortie de l'album chez DimMac pour suivre un peu l'aventure DimMac, parce que DimMac, en 2012, offre des scènes, c'est-à-dire qu'ils font des scènes DimMac qui vont de festival en festival dans lequel ils regroupent les artistes. Donc c'est une opportunité de pouvoir suivre, je dirais, une équipe et de faire des lives devant un public déchaîné, parce que les gens qui viennent assister au live proposé par la maison de disques DimMac sont des fous furieux, donc c'est une très très bonne école pour Alésia. Après, je pense que, étant donné que c'est des petits nouveaux, il va falloir s'adapter en fonction de ce qu'on nous propose. Bien sûr, et de toute façon, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt qu'on parte à 3, quoi.
C'est vrai, ouais. Dans des cabines DJ où il y a 1-2 personnes qui rentrent, se mettre à 3 à lever les mains, aucun intérêt. Voilà, c'est ça. Voilà. Réussir à faire quelque chose d'assez créatif. Et, C'est ça. Bon, ça c'était pour la partie live d'Alésia, mais la question est intéressée. On connaît Joachim pour ses lives assez impressionnants, il faut le dire, avec la guitare, des mains en l'air, des CDJ et de la vidéo. Oui. Comment tout ça vient dans ta tête? Moi, je suis un enfant, tu sais, j'aime bien m'amuser avec le matériel. C'est la continuité de quand j'avais 14-15 ans et que je jouais avec les ordinateurs pour faire des images. Donc là, c'est un peu la même chose, en fin de compte. J'utilise des outils aujourd'hui pour mettre en scène au mieux le DJ, parce que j'ai eu la chance de connaître différentes époques dans le DJing. Quand j'ai commencé, moi, à être DJ, on était dans la cave, au fin fond de la cave. Moi, les premiers clubs où j'ai joué, j'étais derrière le barman. Si tu veux, tu travaillais avec une petite lampe de torche. Personne ne te voyait. Et donc, tu faisais une sélection musicale qui était appréciée par les clients, mais qui ne savaient pas qui mixait, encore non le nom du DJ, je veux dire. Donc, on était avec un salaire moindre que le portier qui gagnait 2 fois plus que le DJ. Donc ça, c'est quand j'ai commencé. Mais moi, c'est ce qui m'éclatait, parce que c'était partager la musique avec les autres, faire danser les autres avec une sélection musicale qui m'était propre. Et puis aujourd'hui, donc je prends 20 ans plus tard, le DJ est mis en scène sur des scènes où tu as Red Hot Chili Pepper avant et après tu as Prodigy. Et donc entre Red Hot Chili Pepper et Prodigy, tu as un DJ qui est tout seul et qui quelquefois, sans donner de nom si tu veux, passe 1h30 derrière un ordinateur avec une souris ou en train de déclencher des événements avec une souris. Et si tu veux, alors que la mise en scène est optimale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire que tu es sous les lumières du projecteur, tout ça, je trouve que c'est beaucoup moins démonstratif qu'à l'époque où il y avait une espèce de passe-passe magicien entre des vinyles avec un côté qui bougeait, dynamique, tu vois. Aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose de très statique, voire même carrément informatique, alors que la personne est sur scène. Moi, quand j'ai vu un petit peu toute cette évolution du DJing, je me dis, mais c'est super, on a l'occasion là d'être sur scène. Moi, je rêve d'être sur scène en tant qu'artiste pour s'exprimer. Alors, allons-y à fond et essayons de proposer un vrai spectacle. Donc, c'est vrai que j'assume mon étiquette de showman, qui quelquefois peut être négatif, parce que tu as certains DJ qui vont te dire ah ouais, le mec il tape dans les mains, qui joue du clavier, qui joue avec c'est quoi ce clown, quoi, tu vois. Mais j'assume tout à fait ce côté populaire où moi je prends beaucoup de plaisir à m'amuser et à partager des nouvelles technologies avec les gens. Et c'est vrai que je suis très fier aujourd'hui d'avoir un spectacle qui s'appelle Invasion, qui joue avec les images, avec des développements que j'ai fait de plugins avec Serato, avec c'est pour moi l'aboutissement de beaucoup de choses dont je rêvais, dont j'étais enfant, de créer soi-même ses propres outils pour communiquer avec les personnes. Moi j'ai envie de te poser une question. La suite à ça, c'est quoi? La suite... Parce que là on est dans un spectacle purement audiovisuel. Oui. Après la suite, par exemple pour 2012, je peux donner des étapes assez précises. Là, pour 2012, donc j'ai un festival dont je m'occupe, qui est ici en région parisienne, qui s'appelle le Festival Inox Park, qui est un petit peu mon laboratoire, parce que j'ai la chance de diriger ce festival. Donc je pense que pour l'édition de Inox Park 2012, qui aura lieu donc le 8 septembre... Et on retrouvera Alésia. Bah forcément, c'est un peu obligé, tu veux. Voilà, j'espère pouvoir proposer moi un spectacle en 3D, avec une espèce de notion de relief. Non, sans lunettes, c'est ça qui est assez novateur. On l'apprend aussi. Hein. Ouais. Je travaille beaucoup avec des ingénieurs, des techniciens, pour essayer de développer le côté spectacle. Et puis après, bon, si ça se fait pas, on fera autre chose, on fera des odeurs peut-être. Spectacle en odeur. L'album, alors comment je vais dire, l'album concept, l'album featuring, l'album présentation, c'est Joachim qui présente un projet, comment... Non, moi j'ai voulu le faire à Équité. Ouais. Parce que je trouve que les bonnes associations sont les associations justes. Et donc aujourd'hui, le projet va s'appeler Joachim et Alésia. Pourquoi moi en premier? Parce que je pense que j'ai bénéficié d'une notoriété plus importante qui nous permettra d'être un peu mieux exposés d'un point de vue médiatique. Donc l'album va avoir cet éponyme. Donc on n'a pas créé... Album éponyme, pas de nom d'album Si, pour l'instant, Hillside West, c'est le titre de l'album, qui est un des titres qui est le premier titre de notre collaboration. Pardon. Okay. Donc, voilà. Très bien. Ça sortira en numérique, je suppose?
Alors c'est aujourd'hui à 12h43, c'est encore en numérique. J'ai eu une discussion ce matin avec le label pour justement faire une série limitée physique. Un petit peu décalé, voilà. Alors c'est pas encore signé, donc on peut pas trop faire de la promo là-dessus encore, mais je travaille parce que je mets un peu un point d'honneur aussi à faire du physique, parce que moi je suis un vieux, old school, et j'ai toujours défendu le côté hardware physique touché. Avec ces fameuses box. Ouais, voilà, entre autres, voilà. Donc, tu vois la question, où est-ce qu'elle allait emmener? T'as vu, je te tends des perches. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y aura dans la box 2012? Ah non, alors ça va être des choses séparées, parce que je pense que ce que j'imagine sur le projet Joachim et Alésia sera un peu différent du projet Joachim Garraud, qui est un petit peu... qui est un peu la suite, c'est-à-dire que moi j'ai fait Invasion 2008, Invasion 2011, je suis assez monomaniaque, enfin, quand je suis assez comme un gamin qui a qu'une seule idée en tête, quoi. Donc je pense que le projet Joachim Alésia, c'est un projet satellite par rapport à mes productions, et donc en version hardware physique, je cherche quelque chose de différent. Donc ça sera peut-être... une super clé USB solaire qui en plus fait iPhone. Non, je raconte n'importe quoi, mais... Tu dois pédaler pour qu'elle marche. Non, mais voilà, je suis en train de réfléchir puis discuter avec le label pour faire un truc un peu sympa en version collector, quoi, une version qui donne envie encore aux gens de posséder de la musique et non seulement de downloader. Même si c'est en 96 kHz. Ben, fait partie des choses importantes, ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. La qualité, quoi. Ouais. Ben, c'est vrai que, bon, moi je me suis battu en 2008 pour mettre à disposition des fichiers WAV 96 kHz 24 bits de tout mon album. Et tu vois, quand j'ai proposé ça, l'industrie, les gens de Maison 10 me disaient, mais Joachim, mais qui va télécharger un fichier qui fait 300 mégas alors que le MP3 à côté fait 7 mégas, 7-8 mégas. Eh bien, 78% des gens, quand même, dans mon site, avaient téléchargé les web. Parce que c'était le même prix qu'un MP3, rien ne t'empêchait de convertir. Et puis, surtout, tu vois, là, on est dans un studio qui est un très bon studio avec une très bonne acoustique. On a quand même du très bon matériel. Moi, je trouve ça déprimant de faire de la musique pour des téléphones portables en mono, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que nous, quand on est en studio ici, on se fait plaisir avec du bon son, avec de la largeur stéréo, avec de la profondeur, avec un respect de la phase, avec des choses qui te donnent des sensations. Quand tu réduis ça sur des écoutes très monophoniques. Comme un casque Wesk, par exemple. Alors ça dépend des casques Wesk. Non mais je vois que tu es très bien renseigné. Ça dépend des casques Wesk, mais c'est vrai que écouter ça sur un téléphone en mono, c'est quelque chose de très compliqué. Donc c'est vrai que pour nous, là je parle aussi parce que je sais qu'on est un peu dans la même vague, d'essayer de proposer la meilleure qualité possible. Après, tu en fais ce que tu veux, tu l'écoutes dans tes toilettes, tu l'écoutes sur un téléphone, tout ça. Mais en tout cas, nous, quand ça sort du studio, c'est optimal, quoi. Donc voilà, peut-être qu'une version physique mérite effectivement des supports et des qualités d'échantillonnage supérieures. L'évocation de cette box, du casque Wesk, tout ça m'emmène à parler des produits dérivés, Joachim Garraud. Ouais, alors... Puisqu'on y a quand même pas mal. Oui, moi, ça fait partie vraiment d'un concept où je m'appuie vraiment sur du merchandising. J'ai pas honte de le dire, parce qu'aujourd'hui, je trouve que d'abord, d'un point de vue financier, il faut être clair, d'un point de vue financier, aujourd'hui, la musique rapporte de moins en moins d'argent. Aujourd'hui, ce qui avant représentait que 20% des gains d'un producteur, qui aujourd'hui représente 80%, c'est les dates de DJ, le live. Donc aujourd'hui, le live étant la chose presque essentielle pour faire tourner une maison de production ou un studio comme ici. Après, c'est vrai qu'en dérivé, je trouve ça assez sympa. À partir du moment où tu as un logo que tu peux utiliser, je trouve ça assez sympa de proposer divers produits qui allaient du t-shirt à des choses plus reliées à la musique, comme un casque, tu disais. Après, pour ramener ça sur le projet Alésia, pour l'instant, on n'en a pas parlé parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, vient en second plan une fois que tu as déjà sorti l'album, que tu as des bons retours, que les DJ jouent, que tu installes un peu une marque.
Parce que dans ce cas-là, tu parles de merchandising, donc c'est relié à une marque. Et je penserais un peu précipité aujourd'hui de faire une ligne de merchandising sur un projet comme Alésia, tant qu'on n'a pas eu un retour ou un feedback un peu important et sur déjà ce qui est essentiel, la musique. Bon, on a parlé de Space Invaders, mais moi j'ai envie de parler de Pac-Man. Parce qu'ils sont un peu délaissés, le pauvre. Bah alors les mecs, Voilà, on a trouvé le concept pour Alésia. Un petit Pac-Man. Jaune, parfait. Voilà, au niveau là, comme ça. Non, mais j'ai envie de parler un peu de science-fiction. Est-ce qu'on croit aux extraterrestres ici? La réponse paraît évidente. C'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de parler de ça. Et donc, la réponse? Bah moi j'ai entendu déjà. Enfin moi je sais même pas si ça vaut le coup de répondre à la question. Ouais, je sais pas te dire si oui ou non. C'est voilà, c'est vraiment partagé du coup. Pas la croyance populaire, mais je pense qu'à mon avis il doit y avoir d'autres formes de vie. Alors moi j'ai envie que le groupe marche, donc oui j'y crois. Et vos films de science-fiction préférés? Moi 2001 l'Odyssée de l'espace. Ok. Ouais, Blade Runner, Star Wars. Bienvenue à Gataka. ouais, bah, ils ont dit un peu. Ah là il arrive en dernier. Prochaine fois on commence par J'aurais dit, ouais, voilà, merci. Non, j'aurais dit Star Wars aussi. Babar au parc. Babar aussi. Babar, ouais. Effectivement. Au parc, ouais, c'est un très bon épisode en plus. Babar au parc. Question qui n'a rien à voir, mais alors comment s'est rencontré les trois personnalités d'Alésia? Je prends la parole. Dans l'espace? Alors, si tu veux, en fait, Nico et moi, bon, on s'est tous connus la fameuse époque forum, tu vois. Où De Joachim Garraud d'ailleurs. Voilà, On était tous sur le forum de Joachim Garraud. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai rencontré Nico. En fait, j'ai un peu rencontré sur les forums Nico et Alban en même temps. Bon, je l'ai fait en version courte. Hein. Nico et moi, on a eu l'occasion d'un peu se voir en dehors des forums, en vrai, notamment au Festival Inox pour la première fois, etc. Et on a décidé de démarrer à la base un délire, un groupe tous les deux, qui se prénomme J'adore. Et on a continué, après moi je suis monté sur Paris, on a continué à faire du J'adore. Et quand moi je suis monté sur Paris, il y a eu une anecdote assez marrante, où ça faisait très longtemps, ça devait faire 2 ans que j'avais pas vu Alban. Et je l'appelle comme ça, je sais plus pourquoi c'était, je l'appelle. Voilà, on voulait tester FaceTime pour l'iPhone, tu vois. Ouais. Donc on disait, salut Alban, ça va. Et je lui dis, bon alors tu deviens quoi et tout? Bah, moi je vais déménager, là j'habite à Suresnes, et je vais déménager à Alésia. Et je fais, tu déconnes. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais prévu de déménager à Alésia dans 2 semaines pareil, on a aménagé en même temps, si tu veux. Donc ça a été l'occasion de se voir un petit peu plus souvent. Et un soir, j'étais chez lui, on jouait à Mario Kart, et on en a eu marre, on a dit, bon viens, on va faire de la zik, quoi. Donc on s'est retrouvés... les activités. Mais quoi, je dis la vérité. En même temps, on a un truc geek là. Dans quelques années, il y aura un logo Mario Kart. C'est ça. Et on a commencé à faire de la musique. Lui, il avait un groupe qui lui avait demandé de faire un remix. Il m'a dit, bah si tu veux, on le fait tous les deux. Je fais, bah ouais, carrément, pour le délire. Et j'ai dit, bah si tu veux, j'ai un pote, Nicolas, qui pourrait nous aider si tu veux, comme ça serait cool, je te le présente, il est super cool, il est bon en plus de ça. Et on s'est retrouvés tous les trois, ça a de suite matché, quoi. On a de suite déliré, on s'est pas pris la tête. Et on a commencé à faire des démos vraiment, on se retrouvait après le boulot, en mode fatigué, mais on était contents de la musique. Et puis de délire, c'est passé en mode les gars, si on s'appelait Alésia, c'est délire, ouais. C'est de là que tout commence, etc. Du coup on aime beaucoup notre quartier. Et puis on a commencé à faire des démos, on a fait écouter à des potes qui eux-mêmes ont aimé. On s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Tous les trois on vient d'univers complètement différents. Et vu qu'on est tous les trois assez ouverts musicalement, on s'est dit si on essayait de... Tu vois, et pour la petite anecdote, c'était il y a 8 mois. Ouais. Voilà, on n'a que 8 mois d'existence. Ça va vite, hein. Donc bon, après nous avoir expliqué comment tous ces jeunes gens se font former, on a dit qu'il y avait une très belle alchimie entre vous. On verra ça tout à l'heure en partie studio. Ouais. Hein, attention, on va... Ouais, pas de problème. Ok, ça marche. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse rapidement avant de clôturer cette interview, c'est de savoir comment ça se passe quand vous produisez ensemble. Qui tient la souris, qui fait quoi? Parce que jusqu'à présent, il n'y a qu'une souris. Alors on s'embrouille souvent, je te le dis. On est 3, faut pas l'oublier. On a je pense, 3 personnalités
bien affirmé. Mais surtout qu'on vient de trois univers différents. Donc un mec, rock, quand il commence ce track, a on pas a- du tout la même On a image. du mal à faire coïncider au début, mais quand ça coïncide, Ouais, ça coïncide. c'est C'est ça. ça. C'est ça le truc. Ok. Voilà. C'est qu'on a, de temps en temps, on met un peu de temps à s'ajuster, mais quand on est tous les trois d'accord sur une idée, c'est que bon, il se passe quelque chose. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas une personne, pas tout le temps la même qui est derrière le clavier en train de faire. On tourne, on fait des idées, Voilà, on rebosse ça les peut être idées. quelqu'un qui commence une démo Voilà. chez lui, qui ramène pour le C'est lendemain. ça. Sachant que on est en général plus chez Alban, Ouais. qui a la chance de pouvoir avoir une pièce qui Et alors, nous quand il y a aide une dans la quatrième création. personne qui se greffe à tout ça, ça doit être un sacré bordel, excusez-moi du... Non, parce que moi je récupère déjà j'irais la synthèse de leur fighting, quoi. Donc, je récupère un peu ça. Et après moi j'intègre des idées et puis aussi une expérience sur la production, sur le son, d'une façon générale, même sur le mastering, sur des choses aussi bêtes que sur la compression, sur des choses comme Ouais. ça. Et donc du coup, moi ça va relativement assez vite. Je pense que on a pris, je sais pas, pour faire les 7 titres, on a dû prendre 10 jours à peu près ici. 10-11 jours. Ouais, par là, quoi. Donc c'est assez rapide parce que ne serait-ce que déjà, on échange déjà pas mal par internet pour dire voilà, moi j'aime bien cette partie-là, toi tu aimes bien cette partie-là. Donc déjà, moi je ne corresponds qu'avec une seule personne qui est déjà le groupe. Parce que effectivement, ce que tu as entièrement raison de te dire que si faire de la musique à plusieurs c'est très compliqué. Et c'était essentiel pour moi qu'ils soient déjà d'accord en amont. Et qu'après on puisse avoir une discussion et que je n'ai pas une discussion avec chacun d'entre eux, parce que sinon c'était très compliqué parce que tu as un pas en arrière, un pas en côté. On se met d'accord, nous trois. Donc après voilà, ici en studio ça va assez vite parce que déjà on a une idée, ils ont déjà une idée assez précise de là où ils veulent aller. Moi j'ai une idée assez précise de ce que je peux leur proposer et puis très rapidement il nous faut une journée et demie pour finaliser un morceau, donc ça va assez vite. Après on y revient une semaine après. Parce que c'est vrai que j'ai la chance de beaucoup tourner en club et en festival, donc du coup je joue les morceaux et puis je reviens, je dis les mecs, je crois qu'on au niveau de la basse on a un peu abusé, voilà, ou là le break il est beaucoup trop long, les mecs je les ai complètement perdus 2 soirs de suite, donc on réédite un peu ça. Et donc du coup c'est un peu le luxe de se dire qu'on teste en live. Et on récupère un peu le feedback de différentes audiences, différents publics, différents pays, pour essayer de faire un titre qui plaise au plus grand nombre de clubbers, quoi. Et c'est vrai que sur ça, Joachim nous a vachement apporté parce que nous, on n'a pas l'occasion de les tester. On n'a pas cette expérience du terrain en fait, qui est Joachim. Et donc c'est vrai que de savoir comment sonne un track en live, ça nous a vachement aidé. Et à chaque fois qu'on voyait Joachim, alors ça donnait quoi cette fois-ci? Et tu vois, ce soir je joue à Francfort là tout à l'heure, dans un club qui s'appelle Velvet, qui est très très bien, qui est très techno. Donc je sais que là, je pense que je vais au moins pouvoir passer 5 titres de l'album. Et c'est important parce qu'ils ont un sound system qui est extraordinaire. Donc les dernières petites modifications qu'on a faites, je vais voir si ça sonne bien. Et je pense que demain soir, je joue en Autriche aussi dans un club qui est vraiment bien. Je pense que ce week-end-là va être le dernier week-end pour finaliser et dire bon ben voilà, on est sûr du son, on clôture le truc tel quel, quoi. Parce que j'avais encore quelques interrogations sur des durées. J'en avais parlé encore des durées de certains morceaux. Je trouvais que ça mettait un peu longtemps à s'installer et je chantais un peu certaines lourdeurs. Bon, j'ai un peu réédité, donc on va réécouter ça et puis le tester en live ce soir. Eh bien, la partie interview touche à sa fin, si j'ose dire. On a pas mal de questions, pas mal de contenu pour tous les gens qui nous regardent. Merci beaucoup. On va passer à la partie studio. Oui. Ça sera en présence du trio Alésia. On va voir sur quel soft vous bossez, quel plug, etc., etc. On va peut-être écouter aussi quelques extraits du futur album qui sortira chez Dim Mak. La date 23 janvier ou... Fin janvier. Ouais, fin janvier ou début février. Enfin, je préfère te dire, voilà. On attend parce que tout ça dépend de la sortie de l'album de Steve. Steve Aoki sort son propre album. C'est quand même le patron chez lui. Et donc, si tu veux... C'est pour pas éclipser sa sortie d'album. Non, c'est plutôt l'inverse. Il a été très gentil. Il m'a dit, Joachim, je préfère qu'on écarte la sortie des 2 albums pour éviter un télescopage dans la médiatisation. C'est compréhensif. Ouais. Donc voilà. Je vous remercie à tous les 4. Merci à toi. Merci. Merci à la mercerie. Merci d'être venu ici. Ouais. Et à bientôt. Et à bientôt dans une prochaine soucoupe. Merci. Ciao. 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 Alors donc, effectivement, la station de travail ici est très épurée. On pourrait s'attendre à avoir des grandes consoles qui font des mètres.
Eh bien pas du tout. Aujourd'hui l'unité centrale est un laptop, un MacBook Pro qui est un petit peu une Formule 1 parce qu'il a été un petit peu dopé. Mais surtout, il a été dopé en mémoire vive, il est au maximum à 8 mégas et surtout 8 gigas pardon, le mec 8 bits. Pardon. Tu peux afficher une photo avec 3 jours pour l'allumer. Et donc avec disquette, donc elle marche avec disquette. Et donc j'ai changé le CD, le lecteur de CD et le lecteur DVD interne pour mettre un SSD plus un disque d'un Tera. Donc ce qui fait qu'il chauffe un peu, donc je m'en sers aussi comme radiateur. Voilà. Et ici, il y a un petit peu les deux choses qui font un peu le son d'une façon générale, parce qu'à partir du moment où on utilise la technologie Nomad en laptop, il faut qu'on ait de la puissance déportée. Alors, la puissance déportée ici, c'est l'UAD2 satellite, qui est donc la version quad, donc il y a 4 cartes DSP à l'intérieur qui permettent de lancer un nombre assez incalculable de plugins de très haute qualité, comme entre autres toute la série SSL, Nive. Moi étant une personne qui a démarré et a appris un peu à être ingénieur du son sur des consoles comme Nive et du SSL, c'est avec plaisir que je retrouve les mêmes sensations et en tout cas le même rendu grâce à ce boîtier qui se connecte en Firewire. Et en dessous, il y a une interface. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question de savoir mais à quoi sert d'acheter une interface étant donné qu'on pourrait utiliser la sortie audio de l'ordinateur ici. Alors il faut savoir que le rendu n'est pas tout à fait le même et si on veut effectivement calculer des fichiers en 96 kHz et 24 bits, eh bien il vaut mieux avoir une bonne interface. Et donc j'ai choisi une bonne interface qui est l'Orpheus de chez Prism et qui fonctionne bit à bit, c'est-à-dire qui a une fonction de calcul la plus fine possible pour pouvoir partir d'un son analogique, et donc une courbe, et donc le découper en escalier pour faire ce qu'on appelle le D-string, de le rendre en digital. Donc cette interface-là permet une ultra précision, et ça permet d'avoir un signal avec beaucoup plus d'amplitude. On peut mettre beaucoup plus fort sans saturer, voilà, si je devais résumer. Voilà. Et puis après, on est accompagné d'une batterie de plugins, qui sont des plugins qui sont développés par des génies, comme celui-ci, le Stereo Bundle, qui fait partie du Vengeance Mastering, qui a été développé par Manuel Scheiss, qui est donc la personne qui a fait toutes les banques son Vengeance et qui a aussi fait le Nexus, et qui est une personne que je vais voir ce soir, parce qu'il habite pas très loin de là où je joue, de Francfort, et donc normalement, si tout se passe bien, il vient au concert. Donc c'est une personne que je rencontre de temps en temps et que j'aurais plaisir un jour à interviewer, parce que c'est un vrai fou au niveau des plugins. Donc il a fait toute une belle série. Et puis voilà, j'utilise entre autres beaucoup les plugs de l'UAD. Et je vous invite à écouter le résultat sur l'album de Joachim Garraud et Alésia, qui sort chez Dim Mac, donc début février. Nous revoilà dans la deuxième partie de cette vidéo. J'ai nommé la partie studio. Je suis derrière la caméra, mais vous êtes devant. C'est ça. Alors expliquez-nous où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'il y a en face de vous. Vu qu'on a fait quand même l'album en duo avec Joachim, il fallait quand même montrer la partie pas que belle, tu vois, où il y a le grand studio de chez Joachim. Il faut aussi montrer l'envers du décor, où beaucoup de morceaux ont été travaillés ici. Studio ghetto. Voilà, c'est ça. Le petit studio dans Alésia, 14e arrondissement, représente à Alésia. Donc voilà un peu ce qu'on utilise. C'est un studio assez simple. Ouais. On a choisi d'avoir un petit clavier maître avec des potards. Donc c'est super important. Le côté qui est sympa avec les potards, c'est vraiment pouvoir jouer avec le son. Donc les automations, donc les filtres, etc. Du coup avec les potards, ça devient beaucoup plus simple à maîtriser, quoi. Même le mixeur, etc. qu'on utilise moyennement, mais surtout le pad. Le pad donc, on peut utiliser pour les drums ou les. Après, au niveau software, vous utilisez quel logiciel pour travailler? On est sur Ableton Live. Ableton Live. Pas Ableton. Donc ça a été assez pratique pour travailler avec Joachim, parce que lui aussi est sur Live. Donc voilà, on a juste eu à prendre les sessions et aller les rebosser chez lui. Après, on a une petite carte son, un audio pratique. Voilà, c'est pas l'Orpheus de Joachim, mais ça sert. Ça marche très bien. Voilà. Et les enceintes Vocales. Les CMS 50, parce que c'est pour le rapport qualité-prix qui est le meilleur. On a vraiment fait le tour de pas mal d'écoutes.
Et ma foi, c'est celles qui paraissent les plus neutres. Centre de proximité. C'est de proximité, sachant qu'on n'a pas besoin d'avoir des caissons de basse énormes. Déjà que ça résonne déjà pas mal ici. Alors... Et puis pour le type de son qu'on fait, avec des sons super détaillés, etc. c'est vachement précis dans les super précis dans les fréquences. Donc, et on a même vu notre son s'améliorer de base, tu vois, en changeant. Rien que dans la sélection, en fait, rien que dans la sélection des sonorités ou dans le travail des sonorités. Pas besoin de. On a vraiment une écoute plus juste en fait, même dans la production, dans la sélection vraiment des sonorités, des éléments, etc. On a vraiment en tête ce qu'il faut mettre. Et dès qu'on passe à la section mixage, tu vois, où on doit travailler les sons, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de travail, vu que nos éléments ont été choisis correctement et mixés correctement. Ok, et bah allons-y. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, on a la session de hook assez avancée parce qu'elle est semi-bouncée en fait. Non, c'est pas ça. Et du midi aussi. Et du midi aussi, voilà. Ça va. Donc celle-là elle est encore assez complète. Donc on fait une petite écoute avant peut-être. Vas-y. Donc le hook que vous avez dû voir aussi chez Joachim tout à l'heure. Qui vous a... Voilà, c'est celui-ci. Du morceau en question-réponse, 36 éléments, plus ou moins dubstep. Là, quand on se rend compte qu'on n'est pas chez Joachim, on est déjà à 77% de CPU. C'est ça. Il y a la capture de vidéo aussi. Il y a la capture de vidéo, c'est vrai, mais bon. Donc voilà. Donc là, par exemple, sur un morceau comme ça, de quoi parle le morceau? Quel synthé? Qu'est-ce qui a provoqué L'élément principal en fait, c'est le lead. Voilà. Tout est vraiment basé là-dessus. On est parti sur ça quoi. C'est un thème. On voulait vraiment un thème chaleureux, donc un peu avec les sonorités en décalage, les choses qu'on fait beaucoup, genre. Tu vas vraiment avoir un son un peu chaleureux, mais qui fasse. On avait voulu avoir un petit côté jeu vidéo, un peu vintage. Un peu 8 bits, tu vois. En fait, le concept c'était d'avoir un son qui était un peu pauvré, un peu débile, et revenir après dessus avec un drop très fort, avec du caractère, avec quelque chose original. Alors en fait, au niveau du synthé, on a utilisé tout complètement un Saint-Antoine. On est vachement accro à ce type de terrain. Donc c'est juste, c'est quoi? C'est deux oscillateurs, donc un avec du carré pur quoi. Attends, putain, baisse qui est simple. Donc voilà, une onde vraiment pure avec juste un peu de noise pour lui donner le côté un peu 8 bits abîmé, et avec une petite modulation, un petit LFO sur le pitch. Donc ce qui donne un petit vibrato. Donc le truc c'était que ça soit très basique pour ensuite attaquer sur le drop avec des sonorités vachement plus complexes et vachement plus amples en fait. D'accord. Et pour en revenir au Saint-Antoine, toi jeune producteur qui nous regarde, si tu veux un petit VST, enfin un VST qui a des sons super sympas, parce qu'en fait ça reprend les sons, ça se rapproche du Virus. Au niveau en termes de sonorité. Synthé hardware. C'est top. Je crois que c'est un des synthés qui a le plus de chaleur actuellement. Voilà. Il est vraiment utilisé par Red One, le producteur de Lady Gaga. Il est utilisé par énormément de monde. En pop, que ce soit dans les musiques les plus club ou les plus pointues, que ce soit en pop, parce que c'est un synthé qui a
qui a un grain, je sais pas comment dire une autrement. chaleur. On est très loin des Vanguard et des choses comme ça qui donnaient un résultat super froid et des sonorités très numériques. Ouais. Et même si vous n'êtes pas un professionnel du réglage de synthé, il y a des super banques qui existent. Des presets déjà Ouais, faits. voilà. Donc vous pouvez vous les procurer et il y a déjà des Et même presets c'est de très base qui sont facile à super. comprendre, Voilà. c'est une interface C'est, basique. on n'est pas sur du massif quoi, où il y a Voilà, là, je ne sais combien de possibilités. Quoi. Donc voilà. là- Vas-y, je pense qu'on va dire la même chose. Non, vas-y. Que, en fait, pour le break, on a un seul Silent One. Et dès qu'on passe dans la partie drop, sur le refrain, si on peut dire, en fait, on l'a triplé. On a triplé les 3 Silent One en les modifiant un peu. Il va y avoir des sonorités différentes. Voilà, il a- Donc là, qui ferait vraiment les aigus là. Qui donne plus de. Qui est un son beaucoup plus chic mais qui donne du corps ensemble. Et toujours le thème de- qu'on retrouve du couplet. Ok, d'accord. Donc Ça, c'est pour le party break, pour la partie break. Alors là, sur les 3 Silent One, ouais, ça c'est dans le refrain. Ouais. Et après, dans le break, il y a un seul Silent One qu'on a écouté. Ok, d'accord. Voilà. du sub là, on a. Ça je continue directement. Donc ça, le sub c'est un Razor. C'est un Razor, c'est quoi pour ça? Qui est de la suite Native Instruments, Ouais. qui est pas mal du tout. Qui est pas mal du tout, qui a des sonorités assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on a encore On a la partie Wobble. La partie Wobble, alors là on est beaucoup plus dans les sonorités Dubstep, etc. On a beaucoup utilisé le massif là-dessus. Ça des sonorités très. Ouvre le massif. Et en général, Ouais, c'est des presets qu'on travaille nous. Voilà. C'est pas des presets. On aime qui bien sont avoir déjà des sonorités disponibles. en fait. C'est ça. Voilà. Pour c'est- pas avoir le son de un tel. Et puis en plus, c'est assez marrant. Avec un Bon, CPU normal. Avec un CPU normal, c'est encore mieux. Ouais. Mais c'est assez marrant parce qu'il y a. Bon, au début, quand tu commences avec le massif, c'est bricolage quoi. C'est en mode ouais, je touche tout et Parce que on arrive peut-être à quelque chose de c'est un sympa. synthé qui est assez intéressant parce qu'il permet des possibilités quasiment infinies en fait. T'as des combinaisons de. Tout est paramétrable. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, t'as des filtres différents, tu peux vraiment tout contrôler. Ouais. Les effets, tu peux les faire apparaître à un tel moment, les faire disparaître à un tel moment dans le son. Ouais, ça c'est bien. Tu peux faire des courbes de partout et du coup, tu peux avoir des sonorités très complexes. Et limite, il y en a qui font leur beat carrément dans le massif. Ouais. C'est-à-dire que les mecs arrivent avec un noise pour faire le snare et le transforment, etc. Et vraiment, il y a des mecs qui font tout avec ça, quoi. Notamment beaucoup dans le drum and bass, etc. Où les mecs, c'est leur. Mais ce qui est bien, c'est que C'est tu un peux peu leur- contrôler leur ta prédilection. wobble de A à Z. C'est-à-dire, tu peux contrôler vraiment avec ta courbe. Bah là, on le Voilà, voit on d'ailleurs. va Tu sur le- vas voilà. faire. Là, c'est. Voilà, tu peux contrôler vraiment ta séquence. Donc, avec l'outil Performer qui est pas mal pour pouvoir vraiment designer. Ouais. Tu peux designer vraiment une séquence, c'est-à-dire que tu as une note que tu joues et le son du synthé en lui-même va faire toutes les D'accord, variantes. ok. Et essaie de montrer genre un random sur la partie du bas là, sur le massif. Attends, je vais peut-être ouvrir un autre projet pour qu'on voit pour Massive. Comme tu veux. Pour montrer comment ça se. Vas-y. Voilà, l'esprit du hook. De toute façon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Sur les questions-réponses Après, tranquilles, bon, step. Tout est basé Voilà. là-dessus. Après, il y avait vraiment tout ce qui est. C'est du Silent One, du Reactor et du Massive. Donc ça, c'est quel track? Donc, alors ça, c'est un track qui n'a pas de nom, comme ça se voit sur le. Ici, là, voilà. Là. C'est Citron 10, nouveau psychopathe. Voilà, c'est-à-dire un track, enfin on peut pas décider le nom d'un morceau. Ouais, bon, c'est comme tous les producteurs, on a les noms pourris, où Voilà. soit on fait trrr, ça fait Axel de Slup. Mais après on s'y retrouve plus du tout. Alors le Voilà. problème c'est que, attends, c'est le jeu petit 2, le jeu 3, et ça devient problématique. Donc du coup, On met les dates maintenant. Du coup, on met les dates. On met les dates. Et ça, si tu veux, c'est un morceau qui sera pas dans l'album, vu qu'on l'a fait après l'album. Donc ça sera sûrement un EP qui sortira. On va après. pour l'instant, il n'y a rien Voilà. de fixé là-dessus. C'est juste un petit délire qu'on s'était fait.
une question tout de suite quand j'écoute un morceau comme ça, c'est quelle substance vous prenez? Et bien, j'ai envie Evian, c'est ça, Volvic, c'est très efficace. Captain Morgan. Morgan aussi. Voilà. Et café. Et café, ouais. Non, mais Vas-y, Nico. en fait, on tient vraiment à avoir un son barré. C'est vraiment, enfin, barré oui et non, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dance floor, mais On essaye un petit peu de se démarquer un petit peu des autres producteurs et avoir, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais d'essayer d'avoir une petite longueur d'avance sur ce qui se fait en ce moment pour ne jamais être démodé en fait. Donc voilà, et le dubstep, c'est vraiment quelque chose qu'on aime tous les trois parce que c'est un mix entre le hip-hop, le rock et la musique électronique. Et finalement, tous les trois, si on fait la synthèse de tous les trois, bah, c'est ça. c'est ça. Moi, je suis rock, il est hip-hop et il est musique underground électronique. Donc, ce qui fait que ça fait la véritable synthèse de tout ça, quoi. Surtout dans la dubstep, il y a beaucoup de choses qui sont des rythmes de métal. Des rythmiques, des ternaires, des trucs qui ont une espèce de groove complètement différent. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, mais le dubstep, c'est quoi? C'est un petit peu du n'importe quoi. Et finalement, c'est ultra technique. C'est très musical. Techniquement, ça nous a appris la vie. Non, mais techniquement, ouais, c'est clair que c'est. À composer, voilà, c'est vraiment, c'est pas ce qu'il y a de plus simple en musique électronique à composer parce que c'est très irrégulier. Voilà, il y a beaucoup de construction, de déconstruction, de décalage, voilà. Et après, vraiment, on voulait pas faire de la dubstep, genre refaire un Skrillex numéro 2, tu vois. C'est vraiment, on voulait apporter quelque chose de nouveau. Par exemple, on a des avec genre les nappes qu'on apporte. Voilà, tu vois, c'est un petit solo qui arrive par-dessus, tu vois, et qui voilà. On essaie de mettre des choses un peu improbables, mais qu'au final ça sonne et que ça donne quelque chose. Ça groove, c'est vraiment notre mot d'ordre, c'est le groove, quoi. Faut vraiment que tu vois, tu vois, t'as envie de bouger ton boule. Et que ça reste musical. Et sur une track comme celle-ci, alors quels sont les synthés qu'on retrouve dans la session? Ben, comment t'as parlé tout à l'heure, hein, alors nous on est des inconditionnels pour tous les leads. On est très monomaniaque là-dessus. Voilà. On a des phases, tu vois. Parce que le truc c'est qu'on a vraiment, quand tu te limites à certains synthés, tu apprends vraiment à les utiliser, à les connaître parfaitement. Tu sais que quand tu vas faire ça, bah, ça va sonner comme ça. Ouais. Et du coup ça rejoint un peu la mentalité à l'ancienne où les mecs avaient 3-4 synthés dans leur rack. Et se disaient alors pour tel son, un son vénère je prends celui-là, un son plus planant ou les nappes, celui-là est plus à l'aise. Mais c'est la même chose mais en plug, quoi. Vous avez pas peur que votre son soit tout le temps le même au final? Bah, c'est-à-dire que ces plugs-là offrent tellement de possibilités. Tu sais, quand tu vois qu'avec une guitare, une basse et une batterie, tu arrives à faire des centaines de styles différents. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'avec 4 oscillateurs, plein de tas de filtres différents et des tas de possibilités et de combinaisons, je pense pas que tu puisses être vraiment limité. Ouais. Et on a vraiment à cœur, tu vois, de garder une touch quand même, mais on veut vraiment pas prendre. Enfin, actuellement, tu vois, on sait pas, nos morceaux sont jamais sortis, on sait pas qu'est-ce qui va marcher, peut-être qu'il y a rien qui va marcher, on sait pas, tu vois. Mais on veut vraiment pas garder une recette et l'appliquer tout le temps, tu vois. On veut réellement tout le temps évoluer et voilà, c'est un peu un mot d'ordre qu'on a. Donc, Petite question personnelle, est-ce que vous avez aussi des morceaux solo ou uniquement pour l'instant vous bossez en trio? Là pour l'instant on se limite vraiment, enfin, voilà. Chacun on a une autre on a eu, on a une on a toute notre histoire, mais là on a vraiment voilà. Comme on disait avec chez Joachim tout à l'heure, on a aussi un petit duo qui s'appelle J'adore, où c'est plus tu vois, c'est plus posé, chill, avec des sons plus expérimentaux, mais c'est vrai que là on se concentre vraiment sur Alésia parce que sur les possibilités, voilà. Et surtout l'accueil qu'on a pour l'instant. Bah oui, voilà, c'est ça. Et donc, bon, bah, quand tu fais quelque chose, faut le faire à fond, quoi, tu vois. Ça sert à rien d'entamer chacun des pseudos pour rien en faire. Là, on se concentre vraiment tous les trois sur un objectif commun d'Alésia et voilà. On sacrifie un peu tout, quoi. C'est un peu. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Ben merci à vous de nous avoir. On rappelle la sortie de l'album avec Joachim Garraud sur le label Dinmac.
Exactement. Fin janvier. Ouais, fin janvier, début février. Ouais. Voilà, avec un clip sur le morceau Hook. Ouais. Voilà. Et peut-être d'autres sur Japan Rail et Nox aussi, ouais. On est en train de voir ça. On verra. On vous tiendra au courant. Des petits pseudos Facebook pour vous rajouter en ami. On a plein de pages. Ouais, on a Facebook. Moi, c'est Lemuel Alésia, tout simplement. Nicolas Petit Frère. Et Alban Lip. Voilà, Lip. Et bientôt le site internet Alésia. Exactement. Et on a la page fan. Voilà, Facebook, page fan Alésia. et aussi Twitter avec Nicolas Alésia, Alban Alésia et voilà. Lemuel Alésia. Tout ça. Ça, on retrouve facilement. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. Et puis à la prochaine. Ciao les gars. Ciao.